À la une, l'état d'urgence suite à l'attentat du 14 juillet prolongé. L'état d'urgence prolongé suite à l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. La mesure devait prendre fin le 26 juillet. Elle devrait finalement être reconduite pour 3 mois. Dans l'actualité également, les hommages rendus aux victimes. Partout en France, des minutes de silence ont été tenues. En Guyane, les services de l'État et de nombreux élus se sont recueillis devant la préfecture ce midi. Enfin, l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage s'insurge contre les tarifs pratiqués par les distributeurs. Elle les accuse de tenter de déstabiliser les filières animales. Explication à suivre. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Je vous le disais, une 4e prolongation de l'état d'urgence a donc été décidée par le gouvernement suite à l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Décision qui devra toutefois passer devant l'Assemblée nationale mercredi, au Sénat jeudi. Et même si la probabilité de sa validation est grande, l'efficacité de cet état d'urgence reste pointée du doigt. Ayodele Germa. Le mois dernier, les autorités guyanaises organisaient un exercice grandeur nature pour tester la réactivité des services d'intervention si jamais un attentat terroriste frappait le territoire. Avec l'attentat du 14 juillet à Nice, l'état d'urgence en vigueur depuis le 14 novembre 2015 est sur le point d'être reconduit pour 3 autres mois. Qu'est-ce donc l'état d'urgence? Selon l'article 16 de la Constitution de la République française, cette mesure est mise en œuvre par le président de la République quand l'intégrité du territoire est menacée de manière grave et immédiate. Durant l'état d'urgence, les autorités administratives peuvent prendre des mesures sévères qui restreignent les libertés, interdiction de manifester, perquisition de jour et de nuit ou bien fermeture de certains lieux publics. La Guyane est-elle prête à faire face à un schéma catastrophique? D'après ce syndicaliste, elle devra forcément avoir recours à l'aide extérieure. Les départements d'outre-mer, s'il devait nous arriver quelque chose, il est fort à parier que l'État, le ministre, enverrait des renforts d'ailleurs, quoi. Comme nous, on a pu aussi participer dans le cadre d'interrégionalité à des renforts avec Haïti. En mai dernier, le syndicat général de police Force ouvrière a présenté au ministère de l'Intérieur son inquiétude au sujet du manque d'effectifs au sein de la police. Rien qu'à Cayenne, il manquerait une centaine d'agents. Il faut les effectifs, la formation, l'armement, les moyens pour pouvoir faire face aux nouvelles menaces, quoi, en fait. Dans le mode normal, on est déjà à la peine. Maintenant, l'état d'urgence est quelque chose de totalement différent, puisque l'état d'urgence, c'est quelque chose qui permet de manière institutionnelle d'employer des moyens militaires associés à des moyens civils, chose qu'on ne pourrait pas faire hors état d'urgence. La 4e prolongation de l'état d'urgence sera soumise aux parlementaires mercredi prochain. Cet hommage à présent aux 84 victimes de l'attentat du 14 juillet. Plus d'une centaine de personnes rassemblées place de Grenoble devant l'hôtel de préfecture à Cayenne pour une minute de silence. Le préfet de région, le personnel des services de l'État, les forces de l'ordre et de nombreux élus se sont recueillis ensemble. On écoute le préfet et l'imam de l'association Ahmadiyya au micro de Jonathan Lariot. Je me sens comme un citoyen français dont on a agressé les compatriotes et dont on a lâchement et sauvagement assassiné des femmes, des enfants, des hommes. Derrière l'uniforme, derrière les fonctions, derrière les responsabilités, il y a des hommes qui éprouvent de la compassion pour les familles éprouvées, qui éprouvent aussi le sentiment de leur responsabilité et qui éprouvent aussi la nécessité de proclamer leur solidarité dans ces moments. On est vraiment touché et même endeuillé par ce qui se passe. Et avec ces temps dans lesquels il y a autant d'amalgames qui se font aussi. Donc malheureusement, c'est des moments très forts pour nous. C'est pour cela que nous tenons vraiment à venir à des manifestations telles et des moments de recueillement. C'est l'union qui fait la force, hein, et nous tenons à dire à ces gens aussi qui sont en train de perpétuer ces actes terribles et horribles et de barbares immenses que vous n'y arriverez pas à nous diviser. Nous sommes Français, républicains et nous sommes tout d'abord humains.
Et c'est dans cette fraternité d'humanité qu'on est tous ensemble. Et quoi qu'il arrive, nous ne nous déchirerons pas et nous ne nous laisserons pas gagner dans ce que vous voulez faire. Et nous recevons ce soir le procureur de la République, Éric Vaillant. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on en parlait tout à l'heure, cet état d'urgence qui risque très fortement d'être prolongé. Certains pointent du doigt un système qui épuise les forces de l'ordre. Est-ce qu'en Guyane, on peut parler d'épuisement à ce niveau-là? Donc les forces de l'ordre travaillent beaucoup en Guyane. Ce n'est pas donc, à cause de l'état d'urgence en particulier. C'est parce qu'il se passe aussi plein d'autres choses. Alors justement, cet état d'urgence, comment se traduit-il finalement dans les faits? Ici, on a vu dans un premier temps des perquisitions, dans les débuts, on va dire, de cet état d'urgence en Guyane. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y en aura d'autres. C'est tout ce que je peux annoncer. Mais elles sont décidées par le préfet et donc en coordination avec le procureur de la République. D'accord. Vous ne donnez pas de chiffres? Non, il faut rester discret sur ce genre de choses. Pour être efficace. D'accord. Vous recherchez des fichiers S? Des fichiers S et des armes. On recherche des armes. Oui. Alors, malgré donc cet état d'urgence et donc une importante mobilisation, en tout cas sur le papier, des forces de l'ordre, on assiste depuis quelques mois à une recrudescence des faits criminels en Guyane. On pense bien sûr à l'assassinat de Maurice Chenten-You samedi soir, cette femme retrouvée morte au Vieux-Port de Cayenne la semaine dernière, des braquages dans les stations-service, pour n'en citer que quelques-uns. Les responsabilités sont bien évidemment partagées et complexes, mais est-ce qu'il n'y a pas un relâchement des forces de l'ordre? Non, les forces de l'ordre font vraiment leur travail. Elles doivent être sans doute plus présentes sur le terrain, hein, mais donc ça, on s'y emploie. Mais elles sont vraiment mobilisées. Et puis les forces de l'ordre, elles arrêtent les délinquants. Alors elles ne les arrêtent pas aussi vite qu'on l'aimerait toujours, hein, mais elles les arrêtent. Et il y a un très fort taux de dissuasion en Guyane. Samedi a été déféré donc, le meurtrier présumé donc, d'un jeune homme lors d'un crime qui a eu lieu le 10 juin à Cayenne. Voilà, donc un mois et demi plus tard, l'auteur présumé est sous les verrous. Et sous les verrous. Concernant l'assassinat de Maurice Chenten-You, est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui sur les Oui, auteurs on a des des faits? pistes, mais ce n'est pas à la télévision que je vais en parler. Voilà, donc on travaille activement, donc tout le monde est mobilisé pour arrêter les auteurs de ce meurtre. Finalement, cet état d'urgence pour y revenir, ça ne présente aucun intérêt pour la Guyane? Ah non, je vous assure que ça a un intérêt. Hein. Donc les perquisitions administratives qui ont eu lieu donc, ont eu un intérêt et celles qui vont venir en auront aussi, j'en suis sûr. Alors, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement dans les forces de l'ordre, notamment dans la lutte anti-stupéfiants. On les attend pour quand, ces nouveaux agents? Je pense qu'on les aura avant la fin de l'année, hein, donc c'est en bonne voie. On aurait aimé qu'il nous donne les détails lors de sa visite qui a été malheureusement annulée pour les raisons qu'on sait. Voilà, mais nous aurons des forces de l'ordre supplémentaires d'ici la fin de l'année. Vous pensez que ça permettra vraiment de résorber ce problème, par exemple le phénomène des mules? Ça devrait nous aider considérablement à mieux lutter contre ce phénomène. Très bien. Alors, vous avez assisté à la réunion de Femmes d'Ibout il y a quelques semaines, justement sur les questions de violence. Vous comprenez ce sentiment d'insécurité qui pèse sur la population en Guyane? Oui, alors il pèse sur la population de l'Hexagone aussi, hein, même si elle est moins concernée par des crimes violents qu'on a en Guyane, puisque en Guyane, on a vraiment un nombre d'homicides qui est très important par rapport à la population. 38 homicides en 2015 et on est à 23 homicides depuis le début de l'année. C'est plus sur cette période que l'année dernière, finalement? Oui, peut-être un peu plus. Je n'ai pas fait le rapport 6 mois, mais on est dans le même haut niveau qu'en 2015. Et c'est vraiment c'est choquant qu'on puisse ôter la vie donc aussi facilement pour un vol, pour une querelle. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Alors, en Guadeloupe, ils ont un très fort taux d'homicide puisqu'ils sont à 46 homicides en 2015. Donc plus que la Guyane, mais ils ont une population qui est quand même plus nombreuse. Les forces de l'ordre quand même en Guyane, elles ne se sentent pas démunies dans cette situation? Alors bon, les forces de l'ordre, elles sont surtout mobilisées. Vraiment, elles travaillent pour essayer d'arrêter les délinquants et elles en arrêtent un grand nombre. Après, quand ils sont arrêtés, la justice les condamne à des peines très sévères, et souvent beaucoup plus sévères que dans l'Hexagone. Le centre pénitentiaire est passé de 800 à 900 détenus en à peu près un an. Voilà, donc la justice est sévère et j'invite vraiment donc les Guyanais à venir à nos audiences qui sont publiques, ils le verront de leurs yeux. Un dernier mot quand même sur le permis de chasse, le permis de porter une arme, on en est où aujourd'hui? Alors on attend donc une éventuelle volonté donc, de faire une loi sur ce sujet, mais c'est un sujet intéressant. Je pense que la Guyane est un peu dans une situation américaine, nord-américaine. Il y a beaucoup d'armes qui circulent aux États-Unis et il y a beaucoup donc, d'homicides causés par ces armes à feu. Je trouve qu'il y a trop d'armes à feu qui circulent en Guyane.
Il faut se poser la question. Merci beaucoup Éric Vaillant d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie madame. On poursuit avec cette rencontre à la Chambre de commerce ce matin entre le président de la CTG et les acteurs sociaux professionnels. Ils ont abordé la situation économique inquiétante du territoire, à savoir la dette des collectivités envers les entreprises, le contrat de plan État-région ou encore le pacte d'avenir. Une motion a été co-signée et transmise aux parlementaires. On écoute la vice-présidente de la CGPME. Les délais de paiement que stipule le Code des marchés publics, c'est 30 jours pour les administrations d'État, 30 jours pour les collectivités publiques et 45 jours pour les établissements de santé, ainsi que pour tous les établissements publics également. Les délais de paiement en Guyane ne sont pas respectés, et n'ont pour dire quasiment jamais été respectés depuis 10 ans. Et pour dire les choses très basiques, une entreprise qui n'est pas payée, c'est une entreprise qui ferme. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a un premier travail qui a été fait par la Fédération du bâtiment, qui a identifié 37 millions d'euros de créances dues aux entreprises du secteur, donc du bâtiment. Nous avons trop de problèmes aujourd'hui qui ne sont pas réglés. Nous avons une économie aujourd'hui qui est au bord de l'explosion. Vous avez de l'insécurité qui n'arrête pas de grandir. Ce week-end encore, un chef d'entreprise a commis un acte gravissime, inacceptable. Demain, ça sera probablement d'autres. Demain, ça pourra être des élus. La seule façon de régler la crise sociale aujourd'hui que nous traversons, c'est par l'emploi. Il faut se le dire très concrètement, et l'emploi qui c'est qu'il crée, ce sont les entreprises. Donc aujourd'hui, les entreprises qui sont asphyxiées et au bord de la faillite, c'est demain de l'emploi qui va disparaître. Et c'est de l'emploi que très difficilement et très tardivement, nous arriverons à reconstituer. Le cycle économique est très long et le temps des entreprises n'est pas le temps des administrations. Un mot à présent sur l'épidémie du Zika qui se poursuit malgré une stabilisation du nombre de nouveaux malades. Le dernier point épidémiologique de l'Agence régionale de santé fait état de 8 970 cas en Guyane, dont 220 cas déclarés au début de ce mois de juillet. Du côté de nos voisins des Antilles, en Martinique, près de 33 000 personnes sont concernées et en compte plus de 22 000 cas depuis le début de l'épidémie en ce qui concerne la Guadeloupe. Et nous nous dirigeons vers la Guadeloupe justement, je vous le disais en titre, l'interprofession de la viande et de l'élevage, l'Iguavi, s'insurge contre les tarifs pratiqués par les distributeurs et importateurs. L'association accuse le secteur de l'import-distribution de tenter de déstabiliser les filières animales dans l'archipel, un conflit dans lequel l'État devra trancher. Linda Kayarsi. Des panneaux 4x3 de côte de porc à prix alléchant, en dessous des coûts de production. Pour l'Iguavi et ses membres, il est temps que certaines enseignes revoient leurs copies. Il en va de la filière animale de Guadeloupe. Hier, on voyait fleurir des panneaux 4x3 avec du poulet, des cuisses de poulet à 90 centimes du kilo. Et aujourd'hui, c'est reparti avec des côtes de porc à 2 euros du kilo. Le plus dans cette affaire-là, c'est qu'on se rend compte que ces côtes de porc sont associées avec une production locale, donc l'origine n'est pas portée, la qualité n'est pas portée. Par contre, c'est associé avec une production locale où l'origine, c'est bien l'origine de la production locale, c'est bien produit local, produit Guadeloupe. Donc on pense que c'est une forme de perversion de la part en fait de l'import-distribution, de vouloir abasourdir ou changer le comportement du consommateur en les faisant consommer des productions qui n'ont forcément sont forcément pas de la bonne qualité, mais qui plus est au détriment de la production locale. Et ça, on en a marre, il faut au moins que ça s'arrête. Une nouvelle fois, l'Iguavi veut attirer l'attention des autorités. Objectif, faire appliquer l'arrêté du 10 juin 2015 relatif à l'encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande porcine. Cet arrêté a été pris par le ministre de l'Agriculture lors de la crise porcine. Nous pensons qu'il est aussi possible que le préfet de Guadeloupe se donne moyen en fait, de mettre en place cet arrêté-là de manière aussi à encadrer la production. Mais en tous les cas, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est de mettre en garde les consommateurs pour leur dire qu'il est vrai qu'on croit les faire comprendre en fait que c'est le pouvoir d'achat qui est favorisé en mettant en place ce genre de production. Moi, je dis que c'est faux. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des producteurs guadeloupéens, il y a de la production locale, il y a de la production faite de qualité, avec notamment une traçabilité. Nous leur disons simplement que chaque fois qu'ils achètent une production qui est une production hors Guadeloupe, alors que c'est une production qu'on peut trouver en production locale, c'est d'une manière générale à la production locale, c'est au pays Guadeloupe, c'est à la valeur ajoutée, c'est à l'économie qu'il porte la tête.
Aujourd'hui, l'Iguavi et ses membres ont décidé de faire bloc contre l'import-distribution, mais surtout d'amener les consommateurs guadeloupéens à consommer local. Direction la Martinique pour parler sport maintenant avec la Coupe des Yoles qui a eu lieu hier. Une compétition dans la baie de Fort-de-France remportée par l'équipage de Félix Mérine. Les vainqueurs sont rentrés après 5 courses en suspension. À 2 semaines du Grand Tour, la Yole Robertine a su démontrer qu'elle faisait encore partie des favoris. Loïc Régis. Retour à la compétition triomphale pour la Yole UFR Champflore. L'équipage de Félix Mérine remporte la Coupe de Martinique après 5 courses de suspension pour un refus de priorité en mars dernier. La performance du jour ne passe pas inaperçue et la Yole Robertine fait bien entendu partie des favoris à 2 semaines du Tour des Yoles. Cette sanction, j'espère que ça va lui permettre de se motiver, ce qui va rendre peut-être le Tour certainement encore plus beau et plus beau pour ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les Yoles du François, qui sont toujours en dispute avec les Yoles du Robert, notamment Félix Mérine. Nous avons donc Rosette qui vient de nous afficher quelque chose de formidable. Il y a Brasserie qui est un sacré lutteur. N'oubliez pas les petits bonhommes d'Aton qui sont Non, ces 4 Yoles là sont là. UFR. Je pense que ça va se jouer toujours entre ces Yoles-là et puis bien sûr, il ne faut pas sous-estimer non plus les autres adversaires. Mais comme dans tout sport, il y a des favoris et des outsiders. Vainqueur du Tour l'an dernier, Félix Mérine se dit revenir sans esprit de revanche, mais juste avec ses ambitions de compétiteur. Les Mapipi seront au rendez-vous. Nos adversaires sont très costauds, il faut toujours attaquer. Notre devise, c'est toujours ça. C'est attaquer l'adversaire. Bon, maintenant, ça nous a réussi. On sort d'une prison là. Bon, maintenant, on arrive, on est très calme, très serein. Et on va naviguer de façon sereine et surtout pour gagner. Les ténors promettent d'être là. Mais il est bien difficile de réaliser un pronostic, car aux côtés des grands noms de la course, certaines équipes sont prêtes à créer la surprise. Une compétition qui s'annonce très disputée, compte tenu de ce que nous avons eu pendant toute la saison, puisque les différentes courses ont été remportées par des vainqueurs différents. On a vu énormément beaucoup de Yoles qui ont progressé, et vous savez, le Tour, c'est 8 jours de compétition. Il ne faut pas faire de faute, il faut être vigilant, et puis il faut se donner à fond pendant 8 jours. Le coup d'envoi du 32e Tour des Yoles sera donné le dimanche 31 juillet dans la baie de Fort-de-France. Si la liste officielle des équipages est déjà connue, certains tentent encore d'intégrer la flottille. C'est Yole nous, il y a qui est retien. Alors c'est un Yole qui sortit en métropole, et puis malheur a gonflé, mais des beaux matins, mais pas en pièces. Et nous partons pour un autre lieu paradisiaque en Guadeloupe. Celui que nous vous proposons de découvrir ce soir s'appelle le Trou de Madame Louis, une crique peu connue située à Anse-Bertrand et qui vaut le détour. Linda Kayarsi. Donc voilà, aujourd'hui nous allons en direction du Trou de Madame Louis. Le Trou de Madame Louis, c'est une petite crique qui se trouve du côté de la commune d'Anse-Bertrand. Donc il y a 2 possibilités d'y accéder, soit en passant par la plage de Lance-la-Borde ou soit en passant par la route de la Grande Vigie. Donc aujourd'hui nous allons partir directement sur la plage de Lance-la-Borde. Après entre 5-10 minutes de marche, nous allons y accéder. Et l'aventure commence en empruntant ce sentier dans les bois. Voilà, comme vous le voyez ici sous la pancarte, on est ici tout au début de la marche, au niveau de la plage de Lance-la-Borde. Il vous suffit juste de regarder ici, on est pratiquement à 2-3 bornes de Trou de Madame Louis. Le Trou de Madame Louis, c'est l'unique difficulté, c'est la petite montée que vous voyez ici. Dans une ambiance fraîche et ombragée, c'est aussi l'occasion de découvrir quelques espèces endémiques, mais aussi de contempler la falaise rocailleuse. Pour ne pas vous perdre, vous allez constater que tout au long du circuit, vous allez rencontrer ce poteau de balisage. Donc à chaque fois que vous verrez ce poteau de balisage, vous saurez que vous êtes sur la trace de la boucle du Norgontéon. Donc caractérisé avec le logo du CANGT et avec la trace jaune. Donc voilà. À mesure que le temps s'écoule, Madame Louis se fait désirer et ses rares visiteurs sont conquis. Voilà. Alors vous revenez de la crique? Oui, pas de crique, de Trou de Madame Louis, voilà. Vous avez trouvé comment? Sur la connexion, le groupe de Facebook. D'accord. Donc vous êtes des privilégiés, c'est rare qu'on rencontre des touristes, parce que c'est très peu fréquenté. Ok, mais bonne fin de journée à vous.
Arrivé à l'intersection, comme vous voyez, notre bonheur, notre trou de Madame Louis, a pratiquement 100 mètres. Éventuellement, pour ceux qui voudront aller près de la Grande Vigie, comme vous voyez, c'est 5 km 200. Donc nous sommes à pratiquement 100 mètres du bonheur. Donc, voilà. À 100 mètres, un bonheur en soi. Une petite crique de sable blanc baignée par une mer turquoise. Bienvenue au trou à Mont-Louis. Tout au fond, pratiquement l'océan Atlantique, on dira, et un tas de sable pour ceux qui voudront éventuellement bronzer et passer une journée tranquille en famille ou en amoureux. Un lieu idyllique, marqué d'une petite histoire. Il faut savoir que toute cette zone-là, pratiquement, c'était l'habitation Louis. Donc l'équivalent où serait se baigner la Madame Louis. Madame Louis, généralement, son mari se tenait dans cette zone, travaillait avec les esclaves. Et Madame Louis, avec ses servantes, descendait ici pour ce timer-là. D'où est sorti le nom, le trou de Madame Louis, très simplement. Et le littoral du trou à Mont-Louis réserve bien des surprises. Là, sur le même lieu, nous allons vous faire découvrir des geysers. Donc certainement, vous avez tous entendu parler des fameux geysers de la Grande Vigie, de la plage, entre la plage du Souffleur à Port-Louis et la plage de la Chapelle. Vous avez possibilité, en étant ici, de voir pratiquement des geysers. Voilà, c'est la fin de notre visite. Comme je l'ai dit, le trou de Madame Louis reste un endroit peu fréquenté. Faites en sorte que ce lieu reste comme il est. Faites en sorte de préserver la nature, l'environnement, pour que le trou de Madame Louis soit dans le futur, voire dans 100 ans, le même lieu que vous l'avez trouvé comme il est là. Merci. Et c'est sur ces images de rêve que s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité ce soir. L'état d'urgence prolongé suite à l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. La mesure devait prendre fin le 26 juillet. Elle devrait finalement être reconduite pour 3 mois après validation par l'Assemblée et le Sénat. Dans l'actualité également, les hommages rendus aux victimes de l'attentat partout en France. Des minutes de silence ont été tenues. En Guyane, les services de l'État et de nombreux élus se sont recueillis devant la préfecture ce midi. Enfin, l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage s'insurge contre les tarifs pratiqués par les distributeurs. Elle les accuse de tenter de déstabiliser les filières animales. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous et à demain.